La construction des pyramides reste un mystère. Il n'y a pas de théorie crédible reconnue par les égyptologues. Je démontre ici une hypothèse de construction basée sur les outils utilisés par les ouvriers carriers et maçons. J'ai pris la pyramide de Khéops pour ma démonstration, parce que Khéops c'est la plus compliquée, mais aussi la plus facile à démontrer. Sur Khéops, tout a été relevé par les égyptologues. Le moindre détail a été relevé, ce qui n'est pas le cas pour les autres pyramides. Mon hypothèse est basée sur ces relevés publiés par l'Institut français d'archéologie orientale. Un égyptologue ou archéologue qui relève un bas-relief ne va pas toujours voir le petit détail qu'un artisan va pouvoir se servir. Toute ma démonstration repose sur ces petits détails. Je suis parti dans une direction qui n'a jamais été exploitée. Dans n'importe quel travail artisanal, si l'on retrouve les outils utilisés par les ouvriers, on a une base de recherche. Pour la construction des grands monuments d'Égypte, ces outils existent. Ils sont dans les musées, ils sont au Louvre à Paris, au musée du Caire, à Londres, au musée Petrie. Ces outils ont été retrouvés dans les dépôts de fondation. Tous ces outils sont en miniature. Ceux que l'on voit au musée du Louvre ont été retrouvés dans les dépôts de fondation du temple d'Hatchepsout à Der el-Bahari, c'est-à-dire 1000 ans après la construction de Khéops. De l'Ancien Empire, il ne reste presque plus rien. On est obligé de faire des hypothèses. Mais on ne peut pas imaginer que les Égyptiens aient pu construire ces monuments uniquement avec leurs mains. Il y a 4 outils de carrier dont l'utilisation n'est pas évidente. Les berceaux oscillants, les chaises, les billots et les pierres de pivotement, plus les leviers et les rouleaux, 2 outils dont l'utilisation est évidente. La pierre de pivotement est l'outil le plus important. Elle est à la base de ma théorie. Si je n'avais pas retrouvé son utilisation, je n'aurais pas pu démontrer une hypothèse de construction crédible. Je vais d'abord commencer par expliquer cet outil, ce berceau-là. C'est l'égyptologue Georges Legrain qui, lui, le premier a nommé ce berceau. Il l'a appelé ascenseur oscillant. Et son explication d'utilisation est dans ce sens. Il met un bloc comme cela dessus, un bloc de 2-3 tonnes, et son explication, il va basculer d'un côté, il va caler, il va basculer de l'autre côté, il va caler, et ce bloc va s'élever comme cela par calage successif. Donc voilà l'explication de Georges Legrain, le berceau oscillant dans ce sens, le bloc au-dessus, et après c'est un calage comme cela, avec un bloc de plusieurs tonnes, donc c'est une élévation par calage. Bon, maintenant je vais vous donner ma version de l'utilisation de ce berceau oscillant, une version qui n'a jamais été démontrée dans ce sens.
Donc ce berceau va servir au déplacement des blocs d'1 tonne à 3 tonnes, à plat au sol. En supposant que ce bloc fasse 2 tonnes par exemple, si on le bascule sur son angle comme cela, il est sur son centre de gravité là. Là, il est en équilibre là. Et cet outil qui est complémentaire du berceau oscillant va servir à le maintenir sur son centre de gravité légèrement décalé. Et ce berceau, en le plaçant sous le bloc, en poussant le bloc, on va décaler le centre de gravité et le bloc va se retrouver sur l'autre angle. Une continuité de berceau va faire que ce bloc va rouler comme un cylindre. Ici, je fais la démonstration du berceau oscillant, d'utilisation du berceau oscillant avec un bloc de béton de 100 kg à peu près. Et une fois que le bloc est parti, je suis obligé de le retenir parce qu'il va aller trop vite. Il roule comme un cylindre. Il faut aussi que la base du bloc soit à peu près égale au développement de l'arc. Donc là, il y a deux bases différentes, c'est un parallélépipède. Donc là, il y a deux berceaux différents. Ici, je vais démonter. Voilà. Le bloc n'est pas tout seul. Je suis obligé de retenir ce bloc parce qu'il va aller claquer sur le. Qui est démontré aussi dans les musées des sciences et techniques. Il était démontré à Paris au Palais de la Découverte. Il est démontré en ce moment à Valence, en Espagne, au musée des sciences et techniques. Et cela, j'ai là une photo de cette démonstration. C'est comment faire rouler un cube. Une continuité de berceau va faire que ce cube roule comme un cylindre. Et ce qui est étonnant, c'est que jamais les égyptologues n'ont fait le rapprochement entre ce principe de physique et ces berceaux retrouvés il y a 3500 ans dans les dépôts de fondation. Cette façon de déplacer va servir uniquement au sol, à plat. Ça ne va pas servir sur les rampes pour élever les blocs sur la pyramide. Donc ça va servir dans les carrières, parce que les carrières, il fallait qu'elles soient immenses. Il y avait certainement une rampe principale et ces berceaux vont servir à amener les blocs au pied de cette rampe principale et ça va servir ça va permettre aux ouvriers d'aller très vite. S'ils n'avaient pas ce genre d'outils, ils n'auraient pas pu construire cette pyramide en 20 ans parce qu'il fallait qu'ils aient des outils qui leur permettent d'aller très vite. Et là, une fois que le bloc est passé, là, on retire ces berceaux qui sont mobiles et tout le terrain est laissé disponible pour les blocs qui viennent de gauche, de droite. Et cette rampe, après cette rampe principale, va amener les blocs dans les aires de stockage, là où tous les blocs vont être classés par hauteur. Et là, c'est cette façon de stocker les blocs comme cela sur les chaises, comme ça, en dévers, va permettre aussi aux ouvriers carriers et maçons d'aplanir ces deux faces et tout seuls, ils vont pouvoir manœuvrer le bloc pour aplanir les deux autres côtés. Tandis que si vous avez un bloc de 2-3 tonnes à plat au sol, jamais un ouvrier tout seul ne va pouvoir le relever pour le faire passer, pour le faire basculer. Alors ici, on a cet outil que moi j'ai appelé pierre de pivotement. C'est l'outil principal de toute mon exposition. Si je n'avais pas retrouvé l'utilisation de cet outil, je n'aurais pas pu donner une explication crédible. Donc, et cet outil n'a jamais été expliqué parce qu'il a été classé par les égyptologues comme faisant partie des poids et mesures. Et l'explication pourquoi cet outil a été classé comme faisant partie des poids et mesures, c'est que sur certaines de ces pierres, il y a un poids et un saut. Donc les égyptologues ont classé toutes ces pierres parmi les poids et mesures. Elles ont été retrouvées en quantité phénoménale dans toutes les carrières partout. Au musée Petrie, il y en a 8-10 vitrines comme cela. Au musée du Caire, il y en a des vitrines complètes de toutes les dimensions. Donc
Une fois que ces pierres sont classées, c'est fini, on ne revient plus dessus. Moi, j'ai trouvé que cette façon de faire des poids, un pied conique, un dessus arrondi, c'était pas logique. Pour des artisans qui vont faire des poids de cette façon, c'est pas censé. Donc, obligatoirement, cette pierre avait une autre utilisation, et surtout que certaines sont complètement usées. Et le classement comme poids et mesure, c'est une réutilisation des pierres qui ont servi à autre chose. Et cette pierre, c'est elle qui va servir au déplacement des gros blocs. Moi, j'appelle gros blocs de partir de 5 tonnes jusqu'à 500 tonnes, comme les obélisques. Si on n'a pas ces pierres, on ne pourra jamais tirer un bloc de 200-300 tonnes en le faisant glisser soit sur du limon, soit sur des rouleaux. Même avec 1000 personnes, c'est impossible. Alors qu'avec ces pierres, ça devient facile. Voilà, je vais vous démontrer comment on va utiliser ces pierres. Alors, en supposant que ce soit un bloc de 200 tonnes à déplacer, bon, on va placer des poutres en dessous comme ça. C'est ce qui représente, ces poutres sont représentées ici. Je l'explique avec 2 poutres, mais on peut multiplier les poutres. Et là, au centre des poutres, là, comme cela, on va incruster cette pierre-là. Le fait qu'elle soit conique, c'est qu'en appuyant, elle va se sertir dans le bois. Et le dôme est laissé dépassant. Ça fait que le bloc, en étant sur ces 2 dômes dépassants, ça fait 2 points de pivotement. Donc le bloc est en équilibre comme cela dessus. Et en dessous, on va faire la même chose. Ce qui repose au sol, on va incruster une pierre de chaque côté, là, ici et ici. Ça fait que quand, avec des leviers, on va lever d'un côté. Bon, voici l'utilisation la démonstration de l'utilisation de ces pierres de pivotement. Là, on a une pierre au centre, on a une pierre de chaque côté. Donc, en élevant d'un côté avec des leviers comme ceci, donc, et là, on va pouvoir faire, on avance et le bloc avance sans aucun frottement. On va faire la manœuvre une fois d'un côté, une fois de l'autre. C'est un bloc qui va avancer comme ça, une fois d'un côté, une fois de l'autre. Et avec cette façon de déplacer, on peut déplacer sur n'importe quel terrain, sur du sable, sur de la terre, sur de la caillasse. Il n'y a plus besoin de rampe. Il suffit de mettre 2 plateaux de bois là, comme ça, 2 semelles, une là et une là. Donc le bloc va avancer, ça va faire 2 patins, le bloc va avancer comme ça. Il n'y a plus besoin de rampe parce qu'ils allaient chercher des blocs jusqu'à 15-20 km dans le désert. Et là, ils ne pouvaient pas se permettre d'amener des rampes, de l'eau, du limon. Et avec ce système, plus besoin de rampes. Donc, pour le transport des gros blocs, on a cette barre ronde sur le devant, là, comme ça, qui est indispensable. C'est cette barre ronde cette barre va permettre ce petit mouvement-là. Parce que quand vous avez un levier qui est dans ce sens-là, que vous le ramenez à angle droit, ces 2 points, le point d'appui ici et le point d'appui ici, ces 2 points s'écartent et se rapprochent. C'est ce petit mouvement qui va être compensé par cette barre ronde mobile. Donc s'il n'y avait pas ce petit mouvement, obligatoirement, il y aurait arrachement pour les grosses masses. Pour les petits blocs, c'est pas important, mais pour les grosses masses, il y aurait quelque chose qui va casser. Et c'est cette barre ronde que l'on retrouve sur un bas-relief de la chaussée d'Ounas, où l'on voit le transport de colonnes sur un bateau. C'est un relevé de l'égyptologue Georges Goyon. Et on voit le transport de 2 colonnes de 12 tonnes. On voit les colonnes, elles sont sur un traîneau. Et devant les colonnes, on voit cette barre ronde. Et cette barre ronde, elle a été classée par cet égyptologue Georges Goyon comme faisant partie du parapet du bateau. Mais à cette époque, les bateaux n'avaient pas de parapet. Et là, on peut remarquer sur ce bateau, là, à un endroit, il n'y a pas de parapet, au milieu, il n'y a pas de parapet. Donc cette barre ne faisait pas partie du tout du parapet du bateau. Donc là, avec ce principe, on va pouvoir déplacer dans ce sens, mais aussi dans l'autre sens. Parce qu'il suffit de mettre une barre en travers là, ici, on déplace les plots d'appui ici,
Et là, on va pouvoir lever de ce côté-là, mais je vais faire la démonstration avec un levier, c'est plus facile. Donc là, on va pouvoir prendre ici, tout le poids, en levant ici sur le devant, on va déplacer le poids sur ce point de pivotement, et là, vous voyez, le bloc se déplace dans l'autre sens. Toujours une fois d'un côté, une fois de l'autre. C'est un bloc qui avance comme ça en quinconce. Et le levier aussi, il faut qu'il soit adapté pour toutes ces manœuvres. Il faut, pour les gros poids, il faut que le levier soit adapté d'un point arrondi sur le haut, soit d'une pierre de pivotement, et d'un rouleau en dessous, parce que il faut que ce mouvement puisse se faire. S'il n'y a pas ce mouvement qui se fasse, obligatoirement, à l'appui, il va y avoir arrachement. Le quatrième outil, c'est le billot. Le billot, c'est une pièce de bois dans laquelle on va incruster une pierre comme ça. Et ce sont les pierres qui vont s'user. Et le billot, lui, il va tout le temps resservir. Il y avait un billot comme ça qui était exposé à l'Institut du monde arabe il y a quelques années. Et ce billot, à sa grandeur réelle, il est à peu près de 60-70 cm de haut. Parce qu'on pourrait prendre une pierre, et c'est lui qui va servir de point d'appui au levier là sous cette barre ronde. On pourrait faire le même travail en prenant une pierre comme ça, on la met au sol et là on fait le même travail. Mais l'inconvénient, c'est quand les ouvriers sont dans cette position là, ils n'ont pas de force pour pousser. Là, ce billot va permettre aux ouvriers d'être à une hauteur maximale pour avoir le maximum de force pour appuyer et pousser. Donc ici, j'ai une maquette du transport de colonnes que l'on voit sur le bas-relief de la chaussée d'Ounas. Donc on voit cette colonne qui fait 12 tonnes. Donc elle est sur un bâti-traîneau ici. Donc là, en dessous de ce bâti-traîneau, il y a des poutres comme ça, sur poutres là. Et là, on retrouve cette barre ronde là avec cette flexibilité. Donc c'est cette barre ronde qui n'a pas été retirée parce qu'elle va resservir à l'arrivée des bateaux pour le déchargement des colonnes. Donc là, avec cette barre ronde, elle va servir au déplacement des colonnes. Là, on va monter comme ça. Là, vous voyez, avec cette barre ronde, ça permet l'avancement par pivotement. En dessous, chaque poutre là, il y a une pierre de pivotement. Il y a une pierre de pivotement au milieu. Ces pierres de pivotement, on ne les voit pas, mais c'est cette barre ronde qui justifie ces pierres de pivotement. Parce que s'il n'y avait pas de pierre de pivotement, cette barre ronde ne serait pas utile, elle ne serait pas justifiée. Donc ici, je démontre le déplacement d'un bloc de 300 kg sur une couche de sable, sur 5 cm de sable, le sable étant incompressible, donc le bloc ne va pas s'enfoncer dans le sable. Il est déplacé sur deux patins comme ça, avec les pierres de pivotement de chaque côté et la pierre de pivotement au milieu. On a les deux billots là ici, qui reposent aussi sur un patin, et là, en élevant, on va déplacer ce bloc comme ça. Voilà. Le bloc se déplace, il n'y a plus besoin de rampe. On va passer aux rampes. Et il faut comprendre que pour construire cette pyramide, on ne va pas élever les blocs d'1 tonne à 3 tonnes, les 2 300 000 blocs d'1 tonne à 3 tonnes, sur le même modèle de rampe que les blocs de 5 à 63 tonnes. Il faut 2 rampes différentes. Si on a compris que 2 rampes différentes étaient indispensables pour ce travail, il n'y a plus de problème d'élévation. Et avec 2 rampes différentes, on peut se permettre d'avoir des petites rampes de pas plus de 4 à 5 mètres de large. Et là, on va, cette rampe, si j'ai fait une rampe comme cela en zigzag en bois, ce n'est pas un hasard. C'est parce qu'au pied des pyramides, on a entre 4, une distance de 4 à 5 mètres du bord, on retrouve une quantité de trous dans le sol comme ça. Ces trous font entre 40
au carré et 40 de profondeur. Si l'on débouche tous ces trous et que l'on remette des poteaux dans ces trous, on va pouvoir reconstituer la rampe qui aurait pu exister. Et ces trous ont été, c'est l'égyptologue Georges Gouillon qui a relevé tous ces trous, et lui, son explication est que ces trous ont servi à mettre en alignement le sol. Ça veut dire que ça servait à mettre des chaises dans ces trous, comme on fait aujourd'hui pour les constructions de maisons. On met 2 chaises, une barre en travers de chaque bout, et on tire l'alignement pour les fondations. Mais pour mettre des chaises, il n'y a pas besoin de faire des trous de 40 au carré, 40 de profondeur, avec des trous gros comme mon poignet, ça suffit largement. Donc ces trous, et on n'a pas besoin non plus d'un trou tous les 3-4 mètres, donc ces trous ont obligatoirement servi à autre chose. Tous ces trous sont sous le dallage extérieur, on les voit à l'endroit où le dallage a été pillé. Si ce dallage n'avait pas été pillé, jamais ces trous on les aurait vus et jamais on aurait pu imaginer à quoi ils auraient pu servir. Donc cette rampe qui a entre 4 à 5 mètres de large, elle ne va pas être accolée à la paroi de la pyramide, elle va partir droite comme ça. Donc à une certaine hauteur, on va se trouver décalé de la même largeur que le départ, et on va pouvoir repartir dans l'autre sens comme ça en zigzag jusqu'à une certaine hauteur. À une certaine hauteur, il n'y a plus assez de parois, de longueur de parois. On va être obligé de partir en faisant partir autour de la pyramide. Et plus on va se rapprocher du pyramidion, plus on va être obligé d'écarter les échafaudages parce qu'il n'y a plus assez de longueur de rampe. Donc cette rampe que moi je fais tout en bois parce qu'il y a ces trous, ces départs de rampe qui servent au départ de rampe en bois, on peut la faire tout en pierre, comme ici. Là. On a le modèle tout en pierre, on fait ressortir les pierres, on crée la rampe tout en pierre dans le même modèle sans en changer le principe. Ça c'est pour aller dans le sens des égyptologues qui disent qu'en Égypte il n'y avait pas de bois. Mais après on peut avoir une explication à la provenance du bois, ce que je ferai par la suite. Donc là, de chaque côté, on va avoir, c'est dans le bas qu'on a besoin du plus de marchandises, plus d'approvisionnement de blocs. Donc on va pouvoir faire des petites rampes annexes comme ça de chaque côté. Et là, deux parois vont être attribuées à ce genre de rampe. Et sur une des parois, cette rampe, ces trous au sol ne sont qu'à 3 mètres du bord. Ça veut dire que d'un côté, il n'y avait pas besoin d'une rampe aussi large, aussi forte. Cette rampe ne servirait qu'à la descente des traîneaux. D'un côté, tous les traîneaux vont monter. Il faut obligatoirement qu'ils descendent d'un autre côté. Sans cela, il faudrait une rampe double, ce qui n'est pas justifié. Donc, maintenant, sur ces rampes, il fallait trouver le moyen le plus efficace pour acheminer les blocs. Et le moyen le plus efficace, les égyptologues disent qu'ils prenaient du limon, ils prenaient avec de l'eau, de l'argile mouillée sur des bois mouillés. Mais le moyen le plus efficace, ce sont les rouleaux. Mais le problème des rouleaux, quand vous tirez un traîneau sur des rouleaux, il y a toujours un rouleau qui va se mettre en travers, et c'est ce problème qu'il fallait solutionner. Et quand vous avez solutionné ce problème, c'est un travail à la chaîne. Donc cette rampe que moi je fais tout en bois, parce qu'il y a ces départs de trous au pied de la pyramide, donc on peut la faire tout en pierre, dans le même principe. Donc on va constituer cette rampe en faisant déborder les assises, assise par assise, on fait déborder les blocs qui vont constituer la rampe en pierre. Et après, il suffit, cette rampe elle va faire aussi 4 à 5 mètres de large, elle va partir en zigzag comme ça, et après il suffit de mettre un platelage sur cette rampe en pierre, donc qui va compenser le décalage de toutes les pierres, et après on va repartir sur les chemins de rouleau. Moi, je ne suis pas pour cette rampe en pierre parce qu'au départ, au pied des pyramides, il y a tous ces trous qui sont faits pour mettre les poteaux. Donc, on ne va pas partir avec une rampe en bois et après continuer avec une rampe en pierre. Je suis persuadé que la rampe était en bois. Donc, c'est ce problème de rouleaux qui se mettent en travers qu'il fallait solutionner.
Et la solution, elle est toute simple. Il suffit de relier les rouleaux ensemble par une pièce de bois comme cela, hein, et ça vous donne, à ce moment-là, ça vous donne un guide de chaque côté. Là ici, c'est la rampe qui fait 4 à 5 mètres de large. Au centre, on va faire un socle comme ça, qui soit 25 ans de large à peu près. Et là, les rouleaux sont guidés comme cela. Donc, il n'y a plus de rouleaux qui vont se mettre en travers. Et là, après, le traîneau aussi, il faut qu'il soit approprié en dessous, avec des planches de bois aussi, bien plat en dessous. Le bois du traîneau, lui, va tout le temps resservir, mais toutes ces planches, ce sont des planches d'usure qu'il va falloir changer régulièrement. Ici aussi, on a les planches d'usure qu'on va changer régulièrement. Et après, les ouvriers vont se mettre de chaque côté, là, comme cela. Et là, le deuxième chemin de rouleau va prendre le relais. Déjà, ce chemin de rouleau redescend automatiquement tout seul à sa place d'origine. Et là, déjà, on peut monter un deuxième bloc. Ça fait qu'on peut monter des blocs toutes les minutes, même pas toutes les 30 secondes presque. Donc là, on va arriver, celui-ci redescend aussi à sa place d'origine. Donc là, on va arriver sur un palier. Là. On a un autre chemin de rouleau qui va amener le bloc d'une rampe à l'autre. Là. On va caler ce traîneau là sur ce palier là, un palier avec une grosse rondelle de bois au centre. Ça fait qu'on va pousser la pente, en tournant, la pente va se décaler dans l'autre sens, et là on va pouvoir remonter par ici, là, dans l'autre sens comme ça, et là ce travail là de changement de rampe va peut-être fait en même pas une minute avec des ouvriers spécialisés. Et là, il n'est pas ici. Et là, le deuxième rouleau. Parce que dans cette pyramide, il fallait, d'après les égyptologues, il y a 2 300 000 blocs. Cette pyramide a été construite en 20 ans. Et d'après le calcul des égyptologues, il fallait qu'il y ait un bloc qui monte toutes les 2 minutes, tous les jours, pendant 20 ans, sans discontinuer. S'il n'avait pas ce genre de travail à la chaîne, de rampe qui permettait aux ouvriers d'aller très vite, hein, ils n'auraient jamais pu construire cette pyramide en 20 ans. Ici, je vais vous démontrer comment faire pour aller d'une rampe à l'autre. Donc on a ici cette pente là, avec au centre de ce palier là, on a une grosse rondelle de bois graissé là qui fait à peu près 50 cm, 60, hein, et sur cette rondelle là, on va nous permettre de permuter, de déplacer la rampe dans l'autre sens, et là on repart dans l'autre sens. Cette rondelle de bois, je l'ai testée chez moi avec un bloc d'1,3 tonne. Tout seul, la manœuvre se fait sans aucune difficulté. Donc maintenant, je vais expliquer la rampe qui va servir à l'élévation des gros blocs. J'appelle gros blocs principalement les dalles de la chambre du roi, qui vont jusqu'à 63 tonnes, jusqu'à 70 mètres de haut. Cette rampe, ça va être un escalier comme cela. Un escalier qui va monter jusqu'à 70 mètres de haut. Cet escalier n'a pas besoin de faire plus de 4 à 5 mètres de large. S'il fait 4 à 5 mètres de large, il va faire 5 mètres 10 de haut, en suivant le principe de la pente là, qui fait 51-51. Donc cet escalier va faire 25 mètres de large, 2 fois 25 mètres parce qu'on n'est pas à l'abri d'accidents dans la montée, d'un blocage de la rampe, d'accidents dans la montée. Donc il faut qu'il y ait une autre rampe à côté pour pouvoir toujours monter régulièrement des blocs. Et cet escalier, je vais le montrer maintenant sur une autre maquette à une échelle beaucoup plus grande. Donc ici, je démontre cet escalier qui fait 25 mètres de large. Donc il va faire 4 mètres, chaque marche va faire 4 mètres de large et 5 mètres 10 de haut. Donc cet escalier va être fait dans le prolongement des assises. C'est-à-dire qu'on va d'abord mettre les blocs de parement, hein, et ces blocs de parement qui vont entrer dans la constitution de cet escalier vont être laissés au carré en ressaut. Donc chaque bloc va être lié, donc ça va nous faire une assise qui ne va pas pouvoir bouger. Donc après, de chaque côté
on va avoir 8 mètres pour les ouvriers. Au centre, les plus grands blocs, les plus longs blocs dans la pyramide font 8 mètres de long. Donc on va avoir 8 mètres au centre et de chaque côté 8 mètres pour les ouvriers. Donc de chaque côté, les échafaudages pour les ouvriers n'ont pas besoin d'être très solides. Ils vont recevoir que le poids des ouvriers, hein, avec les blocs de calage. Et cet échafaudage peut être un échafaudage léger. Tous les poteaux tous les blocs qui vont recevoir les poteaux d'échafaudage vont être laissés en ressaut. Dans ce ressaut, on va creuser des trous pour recevoir les poteaux d'échafaudage. Donc après, on va amener les blocs là, toujours parce qu'il y a ces pierres de pivotement. On va amener, en supposant que ce soit un des blocs de 60 tonnes des dalles de la chambre du roi, hein, on va l'amener comme ça en quinconce, là, avec, suivant le mode de déplacement des gros blocs. Et là, donc après, on va pouvoir toujours, parce qu'il y a ces pierres de pivotement, on va pouvoir pivoter dans l'autre sens, comme cela, là, et on va amener le bloc au ras de l'escalier. Après, avec des leviers, on va lever d'un côté, et on va caler d'un côté, on va lever de l'autre côté, et on va caler de l'autre côté. Ça fait que ce bloc va s'élever, calage comme ça, une fois d'un côté, une fois de l'autre, ça va s'élever. Bon, là, je passe une hauteur de marche, là. Et là, une fois qu'il est arrivé à la hauteur de la marche suivante, on va pouvoir pousser ce bloc parce qu'il y a toujours ces pierres de pivotement. S'il n'y avait pas ces pierres de pivotement, on ne pourrait pas pousser le bloc, il y aurait obligatoirement quelque chose qui arracherait. Ici, on va pousser, on va arriver sur l'autre marche et on va monter comme ça, de marche en marche. Bon, les calages, les blocs de calage, même s'ils font 50-60 cm de large, là, il faut qu'ils soient, à partir d'une certaine hauteur, il faut qu'ils soient guidés, parce que sans ça, tout cet ensemble, cette structure risque de bouger. Donc, à partir d'une certaine hauteur, donc elle est guidée, et de chaque côté, on a les deux points d'appui pour les leviers, et au centre, on a deux points d'appui pour les blocs, et tout cela, ça repose sur les pierres, donc tout est incompressible. Et plus le bloc va être lourd, plus on va rapprocher ces poutres du centre de gravité. Ça fait qu'en bout, les ouvriers ont beaucoup moins de mal. Et là, ce système de calage, on peut le faire d'une façon différente, en prenant un calage de poutres comme ça au carré, en reliant toutes les poutres ensemble. Et ce principe de calage est plus efficace que celui-ci. Et ce sont deux façons de caler, et je démontre les deux façons. Donc à ce stade, je vais parler un peu des écrits d'Hérodote. Dans mon explication, on retrouve l'escalier en forme de gradin, les courtes pièces de bois qui vont servir de calage, là, qui font entre 1,50 m et 2,50 m, et qui vont servir à l'élévation des gros blocs, et les machines que l'on pourrait assimiler au berceau oscillant dont parle Hérodote. Toutes ces descriptions, rapportées 2000 ans après, de génération en génération, ont pu être mises dans le désordre. Donc maintenant, je vais démontrer comment mettre en alignement les arêtes pour que les 4 pointes arrivent à la perfection au pyramidion. Donc, on va d'abord tracer un plan au sol, le plan de la pyramide, faire les angles droits, mais pour déterminer les angles droits, lorsque l'on peut prendre les diagonales, c'est facile. Mais là, ils ne pouvaient pas prendre les diagonales parce qu'ils ont construit sur un mont rocheux qui fait entre 7 et 20 mètres. Donc, ils ne pouvaient pas prendre ces diagonales. Donc, ils ont arasé tout le pourtour de la pyramide sur 15-20 mètres de large. Et là, à chaque angle où doit partir l'angle droit, on va tracer un carré de 10 ou 20 mètres de côté. Là, on va pouvoir prendre les diagonales. Et c'est cette diagonale qu'on va faire ressortir à l'extérieur qui va servir à mettre en alignement les arêtes. Donc là, on va faire ressortir la diagonale sur l'extérieur sur 15 à 20 mètres. Et là, il y a des relevés égyptologiques qui montrent que ça a dû être fait dans ce sens. Dans le prolongement de tous les trous des poteaux d'échafaudage,
À chaque angle, on a deux trous beaucoup plus profonds, 90 cm de profondeur, 60-70 au carré. Ça veut dire que dans ces trous, on pouvait mettre carrément des arbres beaucoup plus hauts. Ces arbres, on va les relier par le haut par une barre de bois. Sur cette barre transversale, on va faire descendre un fil à plomb. Et après, il suffit de prendre un cordeau et on va aligner la diagonale qui ressort à 20 ou 30 mètres à l'extérieur. On va aligner le fil à plomb et on va aligner l'arête là. On va monter comme ça sur 20, 30, 40 mètres de haut. Après, on va avoir une ligne de blocs. Et là, il suffit de suivre avec un cordeau la ligne de bloc et on va arriver au pyramidion normalement à quelques centimètres près. Mais après, il suffit à 15-20 mètres du haut de matérialiser le centre avec un poteau central et de tendre des cordeaux sur ce poteau central et on va rectifier les petites erreurs. Maintenant, je vais démontrer comment, à mon avis, devait être constituée une assise de pyramide. Et pour cela, on va lever cette pièce, là, comme ça, couper la pyramide. Et là, on arrive sur une assise de pyramide. Là, on va d'abord constituer, on va d'abord mettre les blocs de parement. Les blocs de parement qui font entre 1,50 m et 2,50 m. Ces blocs sont déjà pré-taillés. Après, il va y avoir 10 à 15 mètres de blocs bien assemblés. Et après, tout l'ensemble, c'est du bourrage de blocs, de l'entassement de blocs non équarris. Ces moellons constituent à peu près 80% de la construction intérieure. Et ça, ce sont des relevés des explications d'égyptologues. Donc, après, on voit comment est fait l'intérieur parce que l'entrée principale est ici, sur cette face. Mais cette entrée principale, elle a été bouchée par des blocs bouchons une fois que le pharaon était dans sa chambre mortuaire. Donc, ils ont condamné cette entrée principale avec 3 gros blocs bouchons de plusieurs tonnes. Donc, et il n'y a jamais personne qui a pu retirer ces blocs bouchons. Donc, en l'an 800, il y a un des chefs égyptiens, Al-Mahmoud, qui a voulu absolument entrer dans la pyramide parce que soi-disant qu'il y avait des trésors. Donc il a creusé sur le côté, il a contourné les blocs bouchons là, et on passe par ce boyau là et il est venu rejoindre le conduit principal qui mène à la chambre de la reine là. Donc maintenant, quand on va à l'intérieur, on va visiter l'intérieur de la pyramide de Khéops, que l'on va dans la chambre du roi ou dans la chambre de la reine, on passe au travers ces blocs, ces moellons non équarris, là, c'est un espèce de boyau, et on voit comment est fait l'intérieur de la pyramide. Si on ne tient pas compte de tous ces détails, on ne peut pas avoir une théorie crédible. Donc après, il faut imaginer comment on va pouvoir faire constituer l'intérieur. S'il y a 80% de blocs non équarris, on ne peut pas avoir toute la surface en blocs non équarris, tout l'intérieur en blocs non équarris, parce que ces blocs non équarris, avec le poids des millions de tonnes qu'il y a au-dessus, tous ces blocs reposent sur des petites surfaces. À la longue, ces blocs se seraient légèrement écrasés et après la pyramide ne tient plus. Ça fait quelques millimètres, quelques centimètres à chaque bloc et en haut ça fait des mètres et après cette pyramide ne tient plus. Donc obligatoirement au centre, il fallait qu'il y ait un noyau central de pierres bien assemblées qui vont compenser ce poids énorme qu'il y a au-dessus. Donc ce noyau central va être fait jusqu'à une certaine hauteur en dégradé, comme sur la pyramide de Meidou où il ne reste que le noyau central, et c'est ce noyau central qui va contrer tout cet écrasement. Et après, de chaque côté, il faut aussi qu'il y ait, tout autour de chaque côté, il faut aussi qu'il y ait des murs de refend, parce que ces murs de refend vont aussi contrer le poids de cet énorme mur de 200 mètres de long, là, qui fait 15-20 mètres d'épaisseur.
s'il n'y avait pas ces murs de refend, qu'il n'y ait que des moellons comme cela qui reposent sur des petites surfaces, ces moellons à la longue vont aussi eux s'écraser, et c'est ces murs de refend qui vont compenser cet écrasement là tout autour, de tous les côtés. Ces murs de refend vont venir contre-buter contre le noyau central, et c'est ce qui va faire que cette pyramide ne bougera pas. On ne peut pas savoir si c'est fait comme ça parce qu'il faudrait la démonter, mais s'il fallait la refaire, obligatoirement, il faut la refaire de cette façon. Et là, et pour cette pyramide de Khéops, c'est la perfection, et ils ont tenu compte dans tous leurs travaux des tâtonnements du père de Khéops qui a fait 2 pyramides, dont une s'est écroulée, et l'autre, ils sont partis, la pyramide rhomboïdale, ils sont partis avec une pente beaucoup trop raide, ils ont été obligés de la tronquer, et la troisième, la pyramide rouge, ils l'ont fait avec un angle, une pente beaucoup plus tassée, donc cette pyramide, elle n'a jamais bougé, et Khéops, c'est le résultat de tous ces tâtonnements, et là, on a la perfection. Donc là, je démontre comment acheminer les blocs sur les assises. Donc là, les blocs arrivaient à la rampe là, en zigzag. Là, on arrivait à la hauteur d'une assise. Là. Après, il fallait obligatoirement qu'il y ait une rampe principale qui contourne tout le tour de la pyramide. Et cette rampe principale, il fallait obligatoirement qu'il y ait des paliers de dégagement qui allaient dégager sur des rampes secondaires là, pour ne pas gêner la progression des blocs, parce que les blocs, il faut qu'ils défilent toutes les 1 minute, toutes les 2 minutes. Donc, obligatoirement, il fallait avoir des paliers tournants, comme cela. Pour le bloc qui arrive ici, il s'en va directement sur une rampe secondaire, et là, l'autre bloc peut, à ce moment-là, partir soit dans l'autre sens, soit dans ce sens-là, et tout de suite être dégagé pour pouvoir acheminer les blocs partout sur l'ensemble de l'assise. Donc s'il n'y avait pas ce genre de rampe principale, jamais il n'aurait pu acheminer les blocs à une vitesse d'une toutes les 2 minutes. Et après, ces blocs vont arriver à peu près à l'endroit où ils doivent être mis en place. Donc, mais ces blocs ne vont pas être arriver exactement à l'endroit où ils vont être mis en place. Donc là, on va pouvoir manœuvrer ces blocs sur 10-20 mètres avec les berceaux oscillants ou avec les rouleaux, parce que là, on est sur une surface à peu près plate. Le berceau oscillant est plus adapté que les rouleaux. Donc, et après, tous ces blocs, ces moellons là, eux, vont être acheminés et déversés dans tout l'ensemble de la pyramide qui constitue 80% des blocs comme ça. Donc là, je vais démontrer dans les carrières comment étaient délités les blocs. Donc chaque bloc, c'est une strate, c'est une épaisseur de pierre. Donc cette épaisseur de pierre, il va y avoir un sillon qui va être fait comme ça. Ce sillon ne va pas être fait sur toute l'épaisseur de la strate. Donc on va laisser une banquette comme ça qui va avoir à peu près 50 cm d'épaisseur. Dans cette banquette, on va creuser des trous comme ça, et ce sont ces trous qui vont servir de prise au levier pour déplacer les blocs. Donc, et ça, on peut le voir dans les carrières du Djebel Silsileh, on peut le voir aussi dans les carrières de Kefren, où l'on voit des blocs qui sont restés sur place, et l'on voit ces trous de prise au levier, et c'est comme ça que les blocs ont été démisés dans les carrières. Donc ici, je vais démontrer sur cette maquette la construction du mur du temple haut de Kefren. Parce que chaque pyramide avait son temple haut et son temple bas. Sur Khéops, les temples ont complètement disparu. Sur Kefren, il reste les vestiges de la construction de ce temple. Et cette construction est faite avec des blocs allant de 200-300 tonnes, élevés les uns au-dessus des autres. Le plus grand de ces blocs a été mesuré, répertorié, il fait 170 mètres cubes, et ce bloc doit peser à peu près plus de 400 tonnes.
Donc là, on va amener les blocs avec ces trous de prise au levier. On va amener les blocs au pied du mur, là. Et là, on va élever ces blocs comme ça, toujours en élevant d'un côté, de l'autre côté, toujours d'un côté et de l'autre côté, toujours comme ça, par pivotement comme ça. Et donc après, une fois que le bloc va être arrivé à hauteur de l'assise, là, on va pousser ce bloc, toujours parce qu'il y a ces pierres de pivotement, on va pouvoir faire pivoter le bloc. S'il n'y avait pas ces pierres de pivotement, on ne pourrait pas faire glisser un bloc comme cela de ce poids. Donc avec les pierres de pivotement, ça devient beaucoup plus simple. Une fois que le bloc est en face à son emplacement définitif, là, on va araser le bout, là, comme cela, qui ne va plus servir. Ce bout ne va plus, il est difficile à enlever. Donc là, après, on va remplacer les poutres du dessous par des rouleaux. Et là, on va pouvoir pousser le bloc contre l'autre bloc. Donc là, pour enlever les poutres, après, il va falloir enlever les rouleaux qui sont sous ce bloc. Et s'il n'y avait pas ces trous de prise au levier, on serait obligé soit de creuser le bloc, ou alors creuser le bloc du dessous, ou alors soit de laisser des tétons de prise au levier, mais c'est cette façon qui a été utilisée parce que sur certains blocs, ces trous ont été creusés un peu trop profond, quelques centimètres, pas quelques centimètres, un demi-centimètre, et on voit les traces sur certains blocs de ces trous qui ont été creusés un peu trop profonds. Et c'est ce qui justifie que ces blocs ont dû être déplacés et mis en place de cette façon. Donc maintenant, je vais démontrer comment les Égyptiens ont pu faire pour élever ces énormes blocs de 200, 300, 400, 500 tonnes avec cette impression de facilité. On a l'impression, quand on est sur place, qu'ils ont élevé ces blocs comme nous on élève des agglos pour faire un mur, alors que quand on sait comment faire, ils n'ont eu relativement pas de mal. Voilà. Alors la solution pour l'élévation à la verticale des énormes blocs, c'est le double levier. Et cette explication, je ne l'ai jamais entendue nulle part. Et là, je donne l'explication avec un bloc de 100 tonnes, par exemple, à élever. Ce bloc va être sur 2 poutres déjà au départ. Ces poutres vont être espacées à 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers, ce qui fait que quand vous allez lever d'un côté, le premier tiers et l'autre tiers sont en bascule, ils ne pèsent plus rien, donc il n'y a plus que 33 tonnes à élever. Et là, on va prendre 2 leviers mis bout à bout. Si on prend un premier levier, mettons de 3 mètres, dont les points d'appui sont espacés de 30 cm, on va avoir une démultiplication de 10 fois. Et si on prend un deuxième levier qui fasse 6 mètres, dont les points d'appui aussi sont espacés de 30 cm, ça va vous démultiplier de 20 fois. Et en définitive, ça ne va pas faire 10 plus 20, ça fait 10 fois 20. Donc ce principe va démultiplier de 200 fois. Ça fait que 4 personnes, uniquement avec leur poids à l'appui, sans aucun effort physique, sont suffisantes pour élever un bloc de 100 tonnes. Alors il faut une personne de plus au calage. Donc on peut même réduire à 2 personnes si on réduit, si on rétrécit, si on rapproche les poutres là, du centre de gravité, si on réduit les points d'appui, mettons à 20 au lieu d'être à 30, 2 personnes sont suffisantes pour élever 100 tonnes. Et cela, le levier, c'est mathématique, tout peut se calculer. Voilà. Il y a encore un outil à expliquer, c'est la pierre à gorge, découverte par l'égyptologue Selim Hassan dans une carrière. Cet outil fait 25 cm de large. Il a été classé comme poulie à gorge à mettre en haut des mâts de bateau pour faire coulisser les cordes. La hauteur des gorges n'est pas suffisante. Cet outil était fait pour être emmanché. Il est plus évident de l'utiliser comme trépan ou percuteur servant à creuser les sillons dans les carrières.
ce qui justifie les ondulations que l'on peut voir sur l'obélisque inachevé et les fonds de sillons arrondis. Les gorges empêchaient la poudre de faire tampon. Les pierres de parement laissées en bossage vont servir à l'accrochage d'un échafaudage léger pour le ravalement final. Toutes les rampes devaient être couvertes d'un pare-soleil. On ne peut pas construire sans repère. En l'absence de plan à l'échelle, la solution est l'épure au sol à grandeur réelle. Sur cette épure, on va pouvoir relever une quantité de repères. Dans ce domaine, je peux donner une explication complète sans risque d'erreur. Je peux aussi démontrer le niveau primitif qui peut niveler sur 40 à 50 mètres d'un seul jet. L'utilisation du bois. Les bois de palmier que l'on trouve sur place sont suffisants pour les rampes et les échafaudages. Pour les bois les plus nobles, la construction de bateaux, les sarcophages, etc., il y a des papyrus mentionnant les cargaisons de cèdre du Liban. Les bois les plus durs provenaient du Soudan par le Nil, le problème étant le passage des 6 cataractes. Il y a là une explication. Au niveau de la première cataracte, en Nubie, l'égyptologue Vercouter a relevé des bas-reliefs où l'on voit des ouvriers transportant des troncs le long du Nil, ce qui démontre que l'on pouvait retirer les troncs avant la cataracte et les remettre à l'eau après. Dans tous les endroits du monde, il y a une explication à la construction. Que ce soit au Pérou, sur l'île de Pâques, à Baalbek, où ont été déplacés des blocs de plus de 1000 tonnes, je ne comprends pas les personnes qui croient aux extraterrestres. Régulièrement, au cours des siècles passés, des énormes monolithes ont été déplacés. À chaque fois, il fallait faire venir les extraterrestres. Ce n'est pas censé. Dans le domaine de la construction sous l'Ancien Empire, on ne peut rien affirmer. C'est l'hypothèse qui pourrait être confirmée par la démonstration qui devrait être prise en considération. On peut toujours dire on ne sait pas comment ils ont fait, il n'y a aucune preuve, mais on pourrait aussi expliquer comment ils auraient pu faire, car ces monuments sont là et c'est bien eux qui les ont construits. Toutes ces explications sont réduites au minimum. Pour plus de détails, voir mon site internet constructiondepyramides.fr.